Bonjour, vous écoutez la série en 6 parties de Gang Ray Montréal intitulée Queer Elders Sharing, financée par le Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Nos invités 2SLGBTQIA+, ont raconté comment ils ont surmonté des cas d'homophobie et de transphobie pour devenir les personnes qu'ils sont aujourd'hui. Notre discussion a lieu depuis Tiohtià:ke, autrement appelé Montréal, un territoire non cédé des Anishinabés et des Kanien'kehá:ka, deux des nations fondatrices de la Confédération Haudenosaunee. Je m'appelle Clément Lechat, je suis étudiant en journalisme à l'Université Concordia, originaire de France, et Gang Ray Montréal m'a invité à animer cette série de balados. Notre invitée d'aujourd'hui est Chloé Viau, une femme transgenre qui va nous raconter l'histoire de son parcours pour vivre sa vie dans son vrai genre. Elle a lutté la majeure partie de sa vie, mais a finalement trouvé la paix intérieure en faisant finalement sa transition à la fin de la soixantaine. Nous sommes heureux que vous soyez là. Écoutons notre invité. English subtitles are available on our YouTube channel. Bonjour Chloé. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, mon nom est Chloé Viau. Je suis une femme transgenre. J'utilise les pronoms elle, she, her. Et j'ai 73 ans. Et j'ai commencé un coming out il y a seulement 6 ans. Et justement, pourquoi est-ce que tu veux faire partie de cette série de podcasts? Pour moi, c'est important, d'abord pour participer à la société. Je trouve important à mon âge. Ça fait plusieurs années que j'ai pris ma retraite. Et dans la découverte de moi-même, je me suis rendu compte que j'avais des capacités à informer, renseigner, démystifier. Alors, c'est la raison pourquoi que, pour moi, c'est important de faire ce podcast. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu ressentais dans ton enfance par rapport à ton genre? C'est difficile de dire ce que je ressentais par rapport à mon genre parce que je comprenais pas, d'abord. La seule chose que je voyais ou que je pouvais ressentir, c'est que j'étais pas bien avec mon sexe assigné à la naissance, un sexe de petit garçon. Et c'est surtout vers l'âge de 9 ans que, pour moi, ça a été le moment le plus stratégique parce que je commençais à renier mon sexe, à cacher mon sexe. Et ça s'est produit au moment où ma petite sœur est venue au monde. Alors, on a 8 ans de différence. Et puis, probablement que ça a joué beaucoup, ça a pesé beaucoup dans la balance. Mais pour la suite, j'étais pas capable de comprendre qu'est-ce qui se passait, puis je vivais ça avec beaucoup de honte. J'avais personne pour me guider dans tout ça, et je pensais que j'étais seul à vivre des choses semblables. Et quels étaient tes rapports avec ta famille? On dit qu'aujourd'hui, c'est important quand les jeunes se questionnent sur leur identité de genre, que la famille soit présente, soit là pour les aider. Moi, dans mon cas, c'est pas ce qui s'est passé, c'est tout à fait le contraire. Parce que mon père m'a vu dans mon intimité, cacher mon sexe et puis faire comme si j'avais une vulve. Et le drame dans tout ça, c'est que j'ai été puni, il m'a chicané. Dans le temps, on avait la strap à l'école, on les faisait mettre à genoux, en avant, dans le coin. Ben, c'est ce que mon père a fait. Il m'a fait mettre à genoux pendant je ne sais pas combien de temps, 20-30 minutes, ça me semblait très long, pour savoir pourquoi que je faisais ça. Mais j'étais pas capable, j'étais un enfant, là. Je ne pouvais pas répondre, moi, là. Alors, je pense que à partir de là, les problèmes ont commencé. Ce qui touche la transidentité, parce que j'ai commencé à refouler, en plus d'un malaise que j'ai vécu par rapport justement au comportement de mon père. Et moi, je pense que à cet effet-là, c'est tellement qu'il a réagi, je pense que ça l'a mis lui-même face à ses propres orientations, soit sexuelles ou de genre. Et tu as même eu, pendant très longtemps, tu as été en prise à des crises d'anxiété. Est-ce que tu sais pourquoi et comment ça s'est manifesté? Ben, oui, j'en ai eu toute ma vie. J'en ai eu toute ma vie. Jeune, j'étais une personne enfermée, une personne triste.
J'ai manqué d'amour de mon père surtout. Dans ma famille, on avait une famille un peu dysfonctionnelle. Et tout ça a fait que j'ai commencé à avoir des peurs, des craintes. Et j'avais en plus un TDAH, ce qui fait qu'à l'école, j'étais pourrite. Je n'étais pas bonne à l'école. Puis moi, je voulais performer, je voulais faire plaisir à mon père, je voulais avoir des bonnes notes. Je manquais partout. Alors tout ça a fait que j'ai développé tellement de craintes à me demander qu'est-ce que je fais dans ce monde. T'as pas vécu dans un environnement qui était très ouvert parler de sexualité ou même la transphobie. Est-ce qu'ensuite, au long de ta vie, tu as ressenti de la transphobie intériorisée? Là, tu vas me répéter ta question, je la comprends pas. Là. Parce que, en fait, en parenthèse, je ne pouvais pas savoir c'était quoi de la transphobie. Il faut se reporter quand je suis jeune. Là. Ou alors, tu m'avais parlé de la sexualité, en tout cas, qui était très tabou. Est-ce que par la suite, ensuite, c'est quelque chose que tu as eu du mal à déconstruire ou à appréhender? Bon, à partir du moment où j'ai vu que j'étais très différente des autres, mais en me sentant seule dans tout ça, c'est certain qu'après l'événement que j'ai vécu après mon père, là, de ce qui s'est passé, ma mère a dû faire l'éducation à ma soeur, la plus vieille, éducation sexuelle, et elle s'est tournée vers moi, j'avais 11 ans, pour m'expliquer le cycle de la vie, et puis bon, comment on fait les bébés. Et c'est là qu'elle me dit, les jeunes filles deviennent des femmes quand elles ont leur première règle, leur première menstruation. Et là, pour moi, ça a été un coup de massue encore, là, parce que là, j'ai dit, je me sens une fille, je vais être une fille, puis là, je ne serai jamais une fille. Ça, pour moi, c'était très, très difficile. Et de plus, on ne parlait pas de sexualité. C'est peut-être la seule fois où on en a parlé. Ben, j'en ai jamais parlé avec mon père. Compte tenu aussi de ce qui s'était passé, c'était tabou, la sexualité, en fait. Dans l'éducation, dans la famille et dans l'éducation en général. Là. En fait, on vivait dans un état de péché constamment parce que c'était la religion. Puis la religion nous défendait de faire des choses sexuelles autres que dans les relations du mariage. Et puis, en tout cas, c'était vraiment compliqué, là. Alors, on était constamment dans le péché. Et justement, à l'époque, le mot transgenre n'existait pas dans ta jeunesse. Comment est-ce que tu t'es senti lorsque tu as découvert ce mot et qu'est-ce que ça a changé pour toi? Oui, tout au long de ma vie, je ne savais pas ce qui se passait. Comme je disais tout à l'heure, je me sentais tellement seul dans tout ça. J'avais honte. C'était la honte. Et c'est beaucoup d'années après, quand Internet est arrivé, que j'ai vu sur un site Internet, on parlait d'identité de genre. Puis ça, c'est à peu près en 2007. C'était peut-être la première fois que je voyais ou que j'entendais parler d'identité de genre. Par la suite, le mot transgenre, ça a pris beaucoup d'années avant que, encore là, ça fait pas, je dirais que ça fait juste 10 ans à peu près que ce mot-là, transgenre, est commun pour moi, là. Et comment est-ce que tu penses qu'au fil des années, tu as réussi à te défaire du fardeau de la stigmatisation pour enfin t'accepter et t'aimer? Ça n'a pas été long. Ah Ça oui? s'est fait assez rapidement. D'abord parce que quand je me suis séparé, je me suis en allé en Estrie pour un projet. Puis j'ai commencé ma transition là, dans un petit village en Estrie. Puis j'ai fait un groupe à Sherbrooke pour les personnes transgenres. Et ça m'a vraiment aidé. Et je suis parti 2 semaines à Cuba
dans le temps des fêtes, là. 14-15, je pense, ou 15-16, je ne me rappelle plus. Et je suis parti de chez moi, habillé en femme, ce que je n'avais jamais été capable de faire. Je n'étais même pas capable avant de me mettre du cutex ou quelque chose. Rien, là. Et à partir de ce moment-là, tout a basculé. Là, j'ai vu que tout se passe entre nos deux oreilles. C'est quand on parle de stigmatisation, là, tout ça a tombé. Pas complètement, mais je me suis rendu compte que j'ai été capable de le faire, puis qu'il n'y a rien de tellement grave. J'étais avec des gens que je connaissais pas. D'être avec des gens que je connaissais, c'est ça qui était le plus difficile pour moi. Mais là, je me retrouve avec des gens que je connais pas. Alors, j'ai vécu certaines discriminations, puis de l'autre côté, non, au contraire. C'était très positif, mais en même temps, j'ai vu comment j'arrivais à confronter ça. Et avec tout mon bagage que j'avais pendant un long temps d'incubation, je peux pas me dire, je vais avoir une position agressive face à certains commentaires. Non, au contraire, je prenais ça calmement. Puis c'est là que j'ai vu que j'avais une capacité d'informer, puis de renseigner, puis de démystifier. Et tu as pris une place de plus en plus importante dans la communauté et tu as même participé à la marche des fiertés. Comment est-ce que tu t'es senti lorsque tu as participé à ta première marche? Ça, c'est intéressant parce que je voyais, moi, à la télévision, la marche de la fierté et tout, puis en fait, c'est pour revenir un petit peu à ce que je vivais dans le passé. Pour moi, m'exprimer dans ma féminité, je me serais fait probablement traiter de, entre parenthèses, le terme tellement utilisé dans le temps, de tapette ou de fif ou de, tu sais, tout ça. Puis, fait que j'osais pas me féminiser comme j'aurais voulu le faire. Fait que j'ai jamais été à la Pride. Puis, je voulais pas avoir cette image-là non plus. Alors, la première fois que je suis allé, parce que tout de suite après le début de ma transition, je me suis impliqué rapidement dans les communautés LGBT, dont le Réseau des lesbiennes du Québec. J'ai été 2 ans et demi sur le conseil d'administration. Pour moi, c'était comme tellement important en ce sens que, comme femme, je me sentais accepté par d'autres femmes lesbiennes, parce que j'ai pas parlé de mon orientation sexuelle, mais avec ce que je venais de dire auparavant, j'ai toujours été avec des femmes, puis je continue encore à être avec des femmes. Alors pour moi, c'était un grand bonheur. Ouais, ma vie a basculé, a complètement changé là, à partir du moment où j'ai commencé cette transition-là. Ouais. Et justement, c'est vers quel âge que tu as commencé ta transition? Ben là, j'ai 73 ans, puis là, je dirais que ça fait peut-être 6 ans, 7 ans. Juste pour vous dire, là, j'ai commencé les traitements hormonaux en 2016, OK? J'ai commencé là, une thérapie là, avec une sexologue, là, justement pour avoir les lettres adéquates là, pour avoir l'hormonothérapie. En 2017, j'ai fait le changement de nom et de mention de sexe. Et si je continue pour expliquer qu'est-ce qui s'est fait dans mon parcours, avec la sexologue, on avait discuté naturellement de tout ce qui était la problématique par rapport à mon sexe assigné à la naissance, qui pour moi était un mal. Alors, elle m'a demandé à un moment donné, Chloé, qu'est-ce que tu penses de l'intervention chirurgicale pour passer d'homme à femme? Ben, tout de suite, c'était non. Pour moi, j'avais trop peur parce que, avec l'âge que j'avais, alors à ce moment-là, on parle de ça, j'avais 67 ans. Ouais. Fait que, non. C'était un petit peu plus tard. J'ai commencé à 67 ans, la thérapie. Mais à l'âge de 69 ans, et là, elle me dit, ça serait peut-être intéressant, tu penses à ça? Puis, on a regardé les bons côtés. Et
En 2018, j'ai subi l'intervention chirurgicale en vaginoplastie, en réassignation dans le genre. Comment est-ce que tu définis ton orientation sexuelle aujourd'hui? Oui. Ouais. Ben, j'ai rien changé, en fait. J'ai rien changé dans l'orientation. Par contre, ce qui a changé, c'est la façon d'aborder les femmes. Mm. C'est difficile parce que si je regarde avec les gens de ma génération, je me vois pas comme ces gens-là en général. En ce sens que j'ai 73 ans, mais j'ai pas une vie pour une personne de cet âge-là. Je suis très active, comme si je travaillais, mais je fais beaucoup de bénévolat, tout ça. Puis en même temps, ben, c'est difficile de rencontrer des femmes de mon âge. Mm. Ça va être des femmes beaucoup plus jeunes. Puis la différence d'âge est là. Et ça, ça complique les choses. Autant pour moi comme pour eux. Pour avoir des relations à long terme, là, puis j'ai quand même un certain âge, puis c'est pas facile. Et ta transition, elle t'a aussi amené à t'engager beaucoup auprès de la communauté et partager ton histoire. Justement, dans une vidéo sur ta chaîne YouTube, tu nous dis que c'était horrible quand la transidentité a commencé à être plus médiatisée parce que tu ne te retrouvais pas dans l'image qui était donnée. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te vois un peu comme une porte-parole des aînés transgenres? Tout à fait. Tout à fait. Pour revenir à ce que tu disais au début de ta question, ça m'a un peu déprimé, ça, de voir qu'on commençait là, en 2016 à peu près là, de médiatiser beaucoup sur la transidentité, la dysphorie de genre. Et moi, j'ai trouvé ça difficile parce que là, j'ai dit, ouais, mais je me situe où dans tout ça? On ne parle pas des gens de ma génération, de mon âge. Alors ça, j'ai eu un peu de difficulté avec ça. Par contre, ça fait pas tellement longtemps que je me rends compte, surtout avec un programme qui existe à Fondation Émergence, fondation qui lutte contre l'homophobie et la transphobie, un programme qui s'appelle Pour que vieillir soit gay. Et ça m'a donné la chance et la permission de pouvoir parler des gens de ma génération, de mon vécu aussi, un petit peu comme je fais aujourd'hui. Et puis j'ai commencé à voir aussi beaucoup des étudiants à l'université dans le cadre de leurs travaux, leurs thèses, et s'informer des gens de ma génération. Et là, ça m'a donné vraiment le goût, puis de me dire, ben, je mets de côté cette peine-là que j'ai, ou ce passage-là, que je me sens pas utile à la société à cause de mon âge, mais non, au contraire. Ça a commencé il y a 2-3 ans, à peu près. Je me sens très utile dans la société maintenant, aujourd'hui, à cause de ça. Est-ce que la raison aussi pour laquelle on ne parlait pas beaucoup des aînés transgenres, c'est qu'il y a de l'agisme, même dans la communauté LGBTQ? Oui, en effet. Déjà, étant personne aînée, on vit de l'agisme. Puis en étant une personne LGBTQ+, on peut vivre aussi de l'agisme et de la discrimination en plus, là. Et justement, c'est quoi les challenges auxquels toi tu fais, auxquels tu dois faire face, étant donné que tu es une personne aînée et transgenre? Ben, on peut regarder ça de cette façon-là, ne serait-ce que qu'est-ce qui est la plus grosse problématique présentement chez les personnes aînées, c'est les soins de santé. Moi, c'est mon cas. Parce que je suis une personne aînée, mais en même temps, je suis une personne aînée transgenre. Ça demande quand même des soins, puis ça demande une certaine approche aussi qu'on n'a pas seulement avec tout le monde, comme chacun dans un contexte spécial. C'est pas évident, il n'y a pas beaucoup de connaissances par rapport
justement, ne serait-ce que les soins post-opératoires. Parce que ça dure à vie. Hein? Et puis, aujourd'hui, je suis en santé, mais demain, je ne sais pas ce qui va se passer. Moi, tant que j'ai ma tête, puis je suis capable de répondre à des questionnements ou de répondre à de la stigmatisation, ça va. Mais le jour où je vais être moins capable, ça, je vais trouver ça difficile. C'est ce qui me fait le plus peur, je pense. Et justement, auprès de ces jeunes, la jeune génération, en particulier des personnes transgenres, quel message vous voulez leur apporter? Ça dépend des âges. Mm-hmm. Pour les jeunes, justement. Quand on parle des... Oui, mais c'est... Pour les jeunes, c'est nuancé. Disons les jeunes adolescents. OK. Les jeunes adolescents. Bien, déjà, les jeunes adolescents, ils ont une chance que je n'ai pas eue. D'abord, d'en entendre parler, de se familiariser avec la diversité de genre, l'expression de genre. C'est une chose. Mais par contre, il y a des dangers dans tout ça. Moi, le message que j'aurais à donner, ce serait de... Assurez-vous de qui vous êtes vraiment. Il faut avoir une certaine confiance en soi pour être capable d'affronter là où vous allez. Parce que même s'il y a des lois qui existent pour protéger justement les personnes transgenres, si on parle des adolescents ou les jeunes, je pense que ça, c'est des choses à prendre en considération. C'est des lois. Il peut intervenir des choses. Vous allez avoir à vous défendre par rapport à ça. Et ça, il faut être solide. Il faut se faire accompagner quand on voit qu'on est différent ou différente. Si on ne se sent pas assez solide, il faut aller chercher de l'aide pour se sentir plus solide par rapport à ça. Un peu comme moi, j'ai fait. Mais j'ai fait ça à l'âge de... c'est ça, j'avais 66 ans, 67 ans là, à ce moment-là. Fait que je dirais vraiment de reconnaître qui on est et de se sentir vraiment solide pour être capable d'affronter certaines discriminations aussi. Et c'est important ça parce que c'est vous les jeunes, vous êtes une partie aussi de l'avancement. Puis si tout le monde fait ça, puis dans une bonne volonté, et puis de prendre le temps et avoir la patience, ça nous mène à des résultats intéressants. Et s'il fallait justement que les jeunes retiennent quelque chose d'important de ton histoire personnelle, qu'est-ce que ce serait? C'est fascinant de voir ça parce que quand je vais parler devant des groupes de 30, 40 ans, mais des groupes, il y a moins d'intérêt. Mais si je parle à des groupes dans la vingtaine, il y a un intérêt incroyable parce qu'eux, ils se disent, mais t'as passé à travers tout ça, tu sais, alors que c'est d'actualité aujourd'hui, puis t'es quand même debout sur tes deux pattes aujourd'hui, tu sais. Parce qu'on sait comment c'est difficile. On sait comment c'est difficile pour les plus jeunes et tout ça. Vous voyez comment c'était difficile pour moi aussi, mais je me sers de mon passé aussi, de toute cette période-là en incubation, mais qui m'a donné aujourd'hui cette maturité-là que j'ai. Puis je pense que c'est important d'atteindre une certaine maturité aussi avant de se lancer, puis de récolter des fois des choses qui ne sont pas toujours agréables. Mais il faut tenir son bout tout le temps. Merci beaucoup Chloé d'avoir participé à cette série de podcasts. Enchanté. Ça fait plaisir.